parmi vous. Je m'appelle Yousr Tazi, puis je jouerai le rôle de modérateur sur cette table ronde. Donc nous allons consacrer cette table ronde au sujet du financement et nous allons voir quels sont les financements innovants qui existent et comment mobiliser ces nouveaux financements. Nous avons 3 experts qui nous parleront de ce sujet. Je nomme M. Othman Alaoui de Brookstore Partners, M. Jeff Gibbon, Assistant Director de Corporate Finance Energy, et le représentant de Mazen, M. Mohamed Sahri, chef de projet structuration. Et je souhaite donner la parole sans tarder à M. Alaoui, qui va nous éclairer sur ces nouveaux outils de financement existants. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Donc, je m'appelle Othman Alaoui et je suis directeur au sein de Brookstone Partners, qui est un fonds de private equity américain qui développe au travers de Platinum Power des projets d'énergie renouvelable au Maroc. Alors, le financement des projets et l'innovation dans ces financements. Je pense qu'avant de parler du financement long terme des projets, il faut d'abord parler du financement du développement des projets. Et le développement des projets, c'est le financement des études de faisabilité, des études juridiques, de tout ce qu'il faut pour avoir un projet qui soit en position de lever de la dette long terme. Alors traditionnellement, le développement a été financé par soit des États ou des agences étatiques, soit par l'argent des DFIs. Nous, au sein de Brookstone, on a fait ça de manière différente et c'est une nouvelle source de liquidité pour le financement du développement qu'on a mobilisé. On a levé des fonds au travers d'investisseurs américains. On a levé des fonds auprès d'investisseurs également européens, de DFIs, qu'on a mobilisés pour financer le développement de projets en Afrique et notamment de projets hydroélectriques. Donc ça, c'est un comportement et une stratégie qui est très très particulière et remarquable, car c'est de l'argent qui est complètement at risk en prenant le full risque de développement et c'est quelque chose d'assez peu commun. Alors, le problème avec cet argent-là, c'est qu'il coûte cher. C'est de l'argent qui coûte cher parce qu'il est sourcé auprès d'investisseurs private equity. Et comment faire pour le rendre moins cher? Il y a une seule manière de le faire, c'est de dérisquer. Comment on dérisque? On dérisque en ayant une plateforme. C'est-à-dire que l'argent est certes investi, mais non pas sur un seul projet, parce que les études de développement peuvent aboutir ou pas, mais sur plusieurs projets. On a une approche de diversification. On a une plateforme sur plusieurs pays, sur plusieurs technologies. On a une équipe et on fait travailler les meilleurs experts. Nous, on travaille avec les meilleurs experts juridiques, techniques, financiers, de manière à s'assurer, environnementaux également, de manière à s'assurer que sur notre portefeuille de projets, on ait quand même en moyenne un taux de réussite qui soit suffisant pour faire de sorte que l'argent ne soit pas perdu. Donc ça, c'est pour le développement le financement du développement. On arrive ensuite, une fois que le projet est développé, on arrive à un projet qui doit chercher de la dette long terme pour le financement de la construction. Alors, on a les schémas habituels, les sources habituelles de financement, que sont les banques commerciales, que sont les DFIs. Les DFIs étant donc les banques mondiales, Proparco, KfW, AFD, etc. C'est comme ça que depuis 20 ans, depuis 30 ans, tous les grands projets sont financés, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde, que ce soit sur de l'énergie renouvelable ou d'autres types d'énergie ou d'infrastructures. Mais ce modèle-là atteint ses limites, parce que les banques, du fait de la réglementation, ne peuvent plus prêter très long terme. Et quand on regarde de toute façon les besoins en Afrique, on sait très bien que cette source de financement ne sera pas suffisante. Donc comment on fait? Comment on fait? Il faut qu'on aille chercher d'autres sources de financement qui pour le moment ne sont pas mobilisées. Quelles sont-elles? Ce sont les investisseurs institutionnels, notamment américains. On pense tous aux fonds de pension, aux assureurs, européens également. Et comment faire pour que ces gens-là viennent financer des projets d'infrastructure en Afrique? Et comment mobiliser ces fonds-là? Ce seront naturellement au travers de bonds. Et pour ce qui est d'obligations, donc, pour ce qui est des bonds dans l'énergie renouvelable, on appelle ça des green bonds. Alors, c'est possible de les faire. Et celui qui a émis Mazen il y a une semaine en est un témoignage éclatant. Pour autant, il faut être en mesure de dupliquer ça et de faire de sorte qu'il n'y ait pas non pas un bond, mais plusieurs bonds qui soient levés par plusieurs pays africains, plusieurs boîtes africaines, de manière à financer tous ces projets-là. Comment faire en l'absence d'une garantie étatique? C'est là qu'il faut mobiliser d'autres acteurs pour faire de sorte que la dette sorte des bilans gouvernementaux et mobiliser des gens comme par exemple la Banque africaine de développement qui serait susceptible de
garantir au moins pendant la période de construction, ou alors travailler avec des banques qui vont prendre le risque de construction pendant la période de construction et ensuite avec un take-out sur le marché obligataire auprès d'investisseurs en bond à l'international. Il faut réfléchir également à des mécanismes où on étend la maturité de la dette. Aujourd'hui, les banques peuvent faire 18 ans, 20 ans, pas plus. Or, sur certains types d'assets, on a une vie utile qui va bien au-delà de ça. Sur des barrages, par exemple, on peut aller sur 50, 60, 80 ans de durée utile. Est-ce qu'on peut lever des financements de 80 ans? Non. Est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin que 20 ans? Oui, et comment? Alors c'est là qu'avec des gens comme Africa 50, avec la BAD, avec MIGA, avec OPIC, il faut qu'on réfléchisse à des mécanismes où le risque de refinancement, on va sur des maturités beaucoup plus longues et le risque de financement est porté non pas par les banques ou l'emprunteur, mais par des organismes qui viennent apporter une solution. Donc ça, c'est typiquement une piste qu'il faut explorer, qui n'est pas aujourd'hui implémentée et qui viendrait soulager et permettre la réalisation de tout ce programme de développement et de construction d'infrastructures en Afrique. Sur l'equity, le financement de l'equity, là aussi, la liquidité est là. Tous les fonds d'investissement, infrastructures veulent déployer de l'argent en Afrique, mais ils ne trouvent pas les projets. À supposer que les projets soient là, il faut ensuite les isoler du risque politique. Et c'est là où encore on a besoin de garanties d'organismes supranationaux, tels que la Banque africaine de développement, Africa 50, OPIC et ce genre d'organismes. Donc le message à retenir, c'est que il faut être innovant. On est innovant que quand on est en dehors de sa zone de confort. C'est là où on est obligé de trouver des solutions pour remplacer d'anciennes solutions qui ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, le défi de l'Afrique, c'est de trouver des sources de financement qui vont bien au-delà de ce qui a existé jusqu'à présent, parce que le besoin est énorme. Et encore une fois, en faisant l'hypothèse que les projets sont bien structurés, il est sûr que la liquidité en face est disponible. Il faut arriver à la ramener en Afrique sur des projets d'énergie renouvelable. Nous, à notre échelle, au niveau de Brookson Partners, on s'y attelle sur le financement du développement, sur le financement de la construction par la suite. Et il faut que tous ensemble, acteurs publics, acteurs privés, acteurs étatiques, acteurs supranationaux, on travaille ensemble pour faire sortir des solutions qui sont capables de ramener la liquidité supplémentaire. Merci. Merci beaucoup, M. Alaoui. Et vous restez sur le plateau, puis nos collègues vont vous rejoindre au fur et à mesure. Alors, je vous souhaite inviter à présent M. Jeff Gibbon, qui représente Ernst & Young, qui va nous parler également de sources innovantes de financement et en particulier le rachat des dettes commerciales et debt financing. Mr. Gibbon, please. Good afternoon, everybody, and welcome to today's event. Yes, please. My name's Jeff Gibbon. I'm an assistant director in Ernst & Young, and I've been in the renewable sector now for around 12 and a half years, and began my life working on PPP projects in Western Europe, predominantly energy from waste. So I appreciated the importance of the rigor that's associated with bringing commercial debt into renewable energy projects through that involvement on those early stage PPP programs. In more recent years, I've worked across wider renewables, and my two major clients in recent years have been the Department of Energy in South Africa, assisting them on a number of their windows through the Renewable Energy IPP program, which I'll talk about later, and also more recently Mazen on both their NOR 2, NOR 3 project, which closed last year, and also currently on the NOR Mid-Alt phase. I'm going to talk about two particular areas, which are commercial debt and bringing that tranche of relatively cheap commercial debt into renewables projects, and also the availability of green bonds in the market and the challenges that are associated with those green bonds. From the perspective of a procuring authority that's looking to build large-scale renewables, typically commercial debt is brought through an IPP model. The concept is well understood, and it's typical for loan products to be guaranteed on a limited recourse basis,
the banks that are lending into those kind of projects are relatively well known to all of us. At the moment, the Japanese banks, German banks are providing significant cash flows of debt into projects. The market is very well mature. The banks are well experienced in understanding the risks associated with cash flows into renewables projects. The one unknown, I guess, is the market associated with those projects, and banks are becoming increasingly more comfortable with a wider range of markets and are happy to look at opportunities in those markets with an understanding that there is liquidity in the market and there are certainly cash flows available for financing debt in projects. And I think that the mantra that you probably hear on many occasions today is that where those markets are well organized and well structured, then capital will flow to those homes. So I guess the challenge for me are generally advising on the procuring authority side rather than advising the developers who are seeking the debt finance is the lack of control that they have over those debt products that are arranged, and therefore there's a significant amount of reliance that's placed on procuring authorities such as the Department of Energy in South Africa on the ability of the developers to raise the right kind of finance for the project. There's a cost associated with that, and also there's limited cover that applies in all markets. So that's led to a mix of debt products being made available. Commercial banks are often part of a group of lenders with export credit and also multilaterals and international financial institutions and DFIs lending into those projects as well. And in South Africa, we saw that case on as the market developed, that commercial banks weren't perhaps dominant in the earlier rounds, but gradually over the course of time they became more prevalent. So I think generally therefore the prevalence of commercial debt into markets has been typified by the success stories in South Africa, but also across the MENA region, and projects such as DEWA's successful PV program, more recently the ADWEA Abu Dhabi Water and Electricity Authority procurement under PV was delivering very successful terms and all financed by commercial debt. The kind of gearing that's available in those projects is pretty strong as well, up to maybe 85%, and I think the level of equity as well that could be taken in those projects by a lot of procuring authorities is also relatively high, reinforcing the strength and the belief in those particular projects that are held by procuring authorities. Now, price obviously, the cost of debt obviously depends upon the access to a liquid market and also the availability of long-term debt within that market. I think that for the right kind of project, as I mentioned, there certainly is a surplus of available debt at the moment. From a deliverability perspective, clearly for a contracting authority like the Department of Energy in South Africa, Mazen themselves, DEWA in Dubai, ADWEA in Abu Dhabi, the passing of the risk of raising financing to the market or to the developers is makes the job of managing the project less onerous for themselves. But less control obviously leads to the danger of losing credit from a particular project. And it also means that there's greater reliance placed upon the bidder's capability to raise that particular level of finance. I think one other important point to make, which we certainly came across in South Africa, was that the experience told us that where there wasn't a significant available level of debt to accommodate the multiple bidders that were expected to bid for particular projects, then that really brought challenges on deliverability of that debt and also on pricing. Clearly a strong available source of
debt financing from multiple channels is going to create downward pressure on pricing. Yeah, the risk associated with the repayment of debt are generally covered through the robustness of the PPA, and I think lenders have got really comfortable with the absolute interest in these documents, so they need to understand completely that those are an important part of the process. I'm going to move on very quickly to talk about the green bond market. So it's been an increasing point of interest in recent times, and over the last 7 months of this year, we've seen around $48 billion of cash flows being issued in the green bonds from a combination of governments, multilaterals, municipal authorities and corporates. And I think that, generally we expect that those green bonds are moving towards environmental projects, but that might not always be the case. There are certainly some challenges with those green bonds. Just touching on a few, it's very unregulated a market. By unregulated, I mean that there's no real checking that green bonds that are issued are actually being invested in renewable projects and associated environmental projects. That creates a bit of a reputational risk for investors, although there are now starting to be audits and checking and certification organizations that are looking at the validity of green bonds. Lack of liquidity, again, is one of those problems which arises because there are a small fraction of overall investors across the globe that are looking for green bonds. They represent a very small proportion of the bond market, and I think it's also fair to say, in my mind, there's a real lack of renewable energy projects that are coming forward that are capable of being financed by those green bonds. Strong projects that could be financed in that manner. Barclays, I think I saw some analysis a couple of months ago where Barclays anticipated there was a 20 basis points premium on the cost of a green bond, and I think that typifies that problem within the market of perhaps lack of liquidity, lack of understanding, lack of confidence, but it is improving. I'm going to move on now to a couple of thoughts on South Africa and talk about it as a case study. And let's start with the early stage concept. So it was an ambitious program, and I think probably the world's first large-scale renewable energy project that had a long pipeline of projects that were expected to be delivered. Started with 3.7 gigawatts that was expected to be generated over the course of the first few rounds. And the objectives and the challenges were originally packaged up in a refit program with a fixed tariff, which in 2010 proved phenomenally unsuccessful. And in fact, there were no bidders to that process, even though the tariff was set very high. And the reason for lack of interest in the market was because at the time there really was no South African renewable energy market. It was all energy was delivered all by fossil fuels. So no market, and also lack of understanding amongst the financing community on the projects that were available and how you would finance them. But probably most importantly, a suite of documents that were unbankable. So a number of advisors helped the Department of Energy in getting to grips with how to deliver a successful program, and it was probably that PPP experience from Western Europe that helped to give the robustness and the structure to a process. So workshops were held with various stakeholders and engagement with the government in order to identify the right kind of projects that were required. And that led to a kind of development of the PPA, the procurement documentation, and all of the associated envelope around the structure to deliver what turned out to be a phenomenally successful program with some challenges. So success is measured in the fact that the process started in 2010 and has gone right the way through to round 5, which is due shortly. And round 1 was in 2012. And round 2 was actually delivered in the same year because round 1 had been so successful. 3
was phenomenally successful. 93 bidders came forward on round 3, and prices had dropped by, I think, 25% between round 1 and round 2, and by a further 19% between round 2 and round 3. But then there were some challenges. So the challenges are grid availability was one of them, certainly, and Eskom's ability as the utility to provide a strong grid infrastructure to enable projects to be connected successfully. Another one is obviously the exchange rate. So the change in the value of the rand has significantly impacted on the delivery or on the signing and financial close of some of the later projects, and that means the rounds 4 and the expedited round have not got a financial close. So the expedited round was undertaken earlier this year, and the intention of that particular round was to mop up all of the relatively successful projects that were parts of rounds 1, 2, 3, 4 that hadn't been awarded preferred bidder status. One of the key criteria for the South African project was to minimise price, but also to ensure local content within the framework of the successful projects. But I'm not going to talk about that today. This is far more interesting. This slide demonstrates the green line shows the number of bidders moving from around 53 for round 1 up to 93 for round 3, and then dropping down in round 4 to I think a 76. So that's the number of bidders that came forward for that particular envelope of projects that were in combination of technologies, as we can see: solar CSP, solar PV and onshore wind, biomass and small-scale hydro. Clearly the most successful projects were onshore wind and solar PV. And if you look at the bar chart which shows the declining prices, I think the slightly darker grey is solar PV, and you can see that the downward trend between rounds 1 down to round 4 in solar PV, and likewise in onshore wind. So we're now at a point of just about parity on prices for onshore wind and solar PV. I did this slide for a developer that was looking at entering the market earlier this year, and just went through a couple of the particular issues. I think I've probably spoke for long enough, but just picking out a couple of them. I think it was the purpose of this was to emphasize that if you're a developer, then it's important to get in early in a process when perhaps the tariffs and the prices are less competitive. And we were certainly talking to that particular developer about projects that were coming up along the track that they should be certainly interested in. I think one of the other important points was that the consortium need to be well structured and relevant and hit all of the relevant criteria for selection. And I appreciate that, working on the side of doing the evaluation. Also understand the procurement process, because often I think some of these bidders were unsuccessful because they just didn't understand how to play the game. And also, consider the commercial aspects in the market, whether you need to demonstrate geographical spread of your projects. So I'm going to leave it with that slide, and I think hand over back to the moderator, and I think we'll hear about another case study. Many thanks. And now we're going to see one of the case studies, which is Mazen's case studies that has been spoken about around the world, and I'm very eager to hear what were the solutions adopted by Mazen, as an example. Merci. Pour cela, j'invite M. Mohamed Sahri, chef du projet structuration auprès de Mazen. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Mohamed Sahri, je suis chef de projet au sein de l'équipe structuration de Mazen, donc en charge du montage juridique, financier et de la mobilisation des financements pour les projets solaires et énergie renouvelable au Maroc. Donc, comme vous le savez, Mazen, Moroccan Agency for Sustainable Energy, est une société d'État, donc créée en 2010 pour le développement, initialement pour le développement des projets solaires au Maroc, et dont le scope a été élargi
au courant de l'année afin de couvrir l'essentiel des énergies renouvelables et contribuer à l'atteinte de l'objectif de 52% de capacité installée de sources renouvelables au Maroc à horizon 2030. Ici, on va essentiellement parler de la structure des projets solaires et en particulier les structures de financement qui ont été élaborées pour le développement de ces projets. Tout d'abord, les projets solaires Mazen sont des projets qui sont pour lesquels une démarche innovante a été développée avec plusieurs aspects innovante sur plusieurs points. Tout d'abord, un processus de sélection des bidders clair, transparent, qui est soumis aux plus grands standards internationaux, notamment les standards des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, etc. Deuxièmement, c'est un montage qui s'appuie sur un principe de base, sur une philosophie générale qui est de dire chaque contrepartie au projet doit assumer le risque dont elle a les moyens, dont elle a le plus les moyens de gérer. Typiquement, c'est une répartition des risques optimisée entre les différents acteurs du projet, dans les cas des projets solaires Mazen, donc Mazen, le développeur, l'État, etc. C'est dans ce cadre que Mazen assume un certain nombre de projets, tout d'abord dans la phase développement, où on commence par les études de qualification, les études de faisabilité du site et des projets qui sont mis à la disposition des développeurs au moment de l'appel d'offres. Ces aspects couvrent également la mise à disposition des terrains aux développeurs qui vont être en charge du développement des projets, ainsi que toutes les infrastructures communes, notamment tout ce qui est évacuation d'électricité, adduction d'eau, connexion des routes, qui sert également à optimiser les tarifs entre différentes centrales dans un même complexe. Dans ce cadre d'allocation des risques optimisés, donc comme j'ai dit précédemment, Mazen assure plusieurs rôles dans les projets. Donc tout d'abord un rôle de PPA off-taker, c'est-à-dire acheteur d'électricité de la compagnie qui est sélectionnée pour le design, la construction, l'opération, le financement et la maintenance des projets. Cette électricité est ensuite rétrocédée par Mazen à l'ONE à travers un deuxième contrat d'achat d'électricité. Deuxièmement, on est également infrastructure provider, c'est-à-dire qu'on a la charge de la construction et du développement de toutes les infrastructures dont les développeurs auront besoin pour construire, mais également pour évacuer l'électricité pendant la phase de construction et pendant la phase d'exploitation des projets, à travers une filiale dédiée qui a été créée par Mazen, qui est Mazen Service. Nous sommes également land provider, c'est-à-dire que nous achetons les terrains qui sont susceptibles d'accueillir les projets solaires et nous les rétrocédons aux développeurs qui sont sélectionnés à la suite de l'appel d'offres pour développer ces projets. Dans les projets qu'on a développés auparavant, nous sommes également actionnaires des sociétés de projets, c'est-à-dire des véhicules dans le cadre d'un project finance, des véhicules qui sont créés par le développeur pour la réalisation du projet. Enfin, et c'est le rôle qui correspond plus au sujet d'aujourd'hui, nous sommes sole lender, c'est-à-dire nous avons fait le choix de nous positionner en tant que prêteur unique des sociétés de projets dans le cadre des projets Mazen. Et donc c'est ce que je vais essayer de développer dans la slide suivante. Donc ce mécanisme ou ce rôle de sole lender, nous l'effectuons à travers un mécanisme qui est assez innovant, c'est-à-dire que en tant que Mazen et en tant que société d'État et en bénéficiant du support de l'État, nous prêtons de l'argent auprès des bailleurs de fonds internationaux, typiquement la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, donc tous les bailleurs qui ayant fait le choix de soutenir les projets. Et à travers un mécanisme de rétrocession, de repackaging, nous rétrocédons ces fonds avec des conditions similaires à la société, au développeur qui est en charge du développement du projet. Ceci offre plusieurs avantages. Premièrement, en termes de conditions, s'agissant de bailleurs de fonds, d'institutions de développement, les prêts qui sont contractés par Mazen sont faits sous des conditions concessionnelles. Donc nous nous avons basé essentiellement auparavant sur des sources de financement concessionnelles avec donc des taux d'intérêt très intéressants et des maturités très longues par rapport à ce qu'offre le marché financier. Donc ces fonds sont rétrocédés avec des conditions équivalentes
à la société de projet. Bien sûr, ceci concerne la partie dette pour le financement du projet, la partie equity étant apportée par le développeur privé et Mazen en tant qu'actionnaire à 25%. Bien sûr, le secteur privé, le secteur financier privé contribue également à ces projets à travers des garanties, des lettres de crédit, enfin un schéma de garantie totale dans le cadre du projet, mais également à travers des working cap facility, des VAT facility qui sont utilisés dans le cadre des projets. Donc ces structures offrent plusieurs avantages, notamment au niveau de l'impact sur le coût du kilowattheure. Grâce à ces structures, notamment, entre autres, grâce à la structure financière, nous avons réussi, à travers les projets précédents, d'obtenir des tarifs très intéressants. Concernant la technologie CSP, nous avons réussi à avoir les tarifs les plus bas du marché. Ça offre également l'avantage de faciliter un peu la vie aux développeurs qui n'a plus besoin de perdre des mois ou des années à essayer de mobiliser des financements commerciaux à partir du moment où ces financements sont disponibles et rétrocédés par Mazen. Cependant, une telle structure a besoin de prérequis. Tout d'abord, et c'est la chance que nous avons eue au Maroc, c'est un soutien total et inconditionnel de l'État à ce type de projet. Sans lequel, bien sûr, les financements des bailleurs de fonds n'auraient pas pu être mobilisés. L'État soutient ces financements, bien sûr, à travers la garantie qu'il accorde à ces bailleurs de fonds pour les différents emprunts. Donc, juste à titre je vais essayer de donner un peu de background. Donc, cette structure a été utilisée dans les projets précédents. Typiquement, Noor Ouarzazate 1, qui est une centrale CSP utilisant la technologie Parabolic Trough de 160 MW avec une capacité de stockage de 3 heures, pour laquelle il s'agit du premier projet Mazen pour lequel un tarif de 1,62 le kWh a été obtenu et qui est rentré en opération au début d'année. Les centrales Noor Ouarzazate 2 et Noor Ouarzazate 3 qui ont fait l'objet de la deuxième phase de l'appel d'offres Noor Ouarzazate. Et il s'agit ici d'une centrale CSP toujours, utilisant les technologies Parabolic Trough d'une capacité de 200 MW pour Noor 2 et la technologie CSP à Tours d'une puissance de 150 MW pour la centrale Noor 3. Enfin, le projet Noor PV1, qui est le premier programme PV Maroc et donc qui intègre 3 centrales, Noor Ouarzazate 4, Noor Ayoun et Loun Boujdour, avec une puissance totale de 170 MW et qui est dans un stade très, très avancé de développement. Bien sûr, nous avons démarré il y a quelque temps le développement de la centrale Noor Midilch. Il s'agit du deuxième complexe Mazen pour lequel nous avons entamé l'été dernier le processus de préqualification des développeurs. Plus concrètement, d'un point de vue financement mobilisé, donc la structure que j'ai expliquée précédemment a permis de lever jusqu'à présent pour les projets précédents 2,3 milliards d'euros auprès de différentes institutions internationales. Toutes les institutions internationales dans la liste ont été impliquées dans au moins les 3 projets de Ouarzazate. Il s'agit ici de la KfW, donc la Banque de développement allemande, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Commission européenne à travers la FIV, donc la Facilité d'investissement pour le voisinage, la Banque mondiale à travers l'IBRD, la Banque africaine de développement et le Clean Technology Fund. Comme annoncé également il y a quelques jours, nous avons procédé à la première levée obligataire de Green Bonds, donc d'obligations vertes, d'un montant d'approximativement 1,2 milliard de dirhams, exclusivement auprès d'institutionnels marocains. Donc 4 institutions. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, la parole est à vous. Nous sommes en train de voir quels sont les financements innovants et si vous avez des questions ou des recommandations à faire à nos intervenants, elles seront les bienvenues. Je vous demanderai d'avoir l'amabilité de vous présenter rapidement. Oui. Majid Raïb, c'est une question dirigée à M. Sahli, c'est ça? M. Sahli. La dernière levée des Green Bonds, est-ce que Mazen joue le même rôle que pour l'autre schéma? C'est-à-dire il est sole lender. C'est le même schéma ou pas? Exactement, ici, il s'agit actuellement du même schéma.
les sources mobilisées par Mazen étant différentes pour le cas de Noor PV1. Là, dans ce cas également, il y aura un système de rétrocession de ces fonds aux développeurs qui sera sélectionné à la suite de l'appel d'offres. Est-ce que la garantie de l'État est toujours d'actualité justement pour ces nouveaux montages? Oui, mais c'est quelque chose qui est au cas par cas. C'est-à-dire au début du processus pour chaque projet, nous décidons s'il y a nécessité d'avoir un financement concessionnel ou pas. Et à partir de là, la garantie de l'État est sollicitée auprès de l'État. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un engagement fort de l'État pour soutenir le projet d'énergie renouvelable, comme indiqué par la stratégie énergétique nationale, et donc un soutien fort et inconditionnel pour soutenir ces projets et atteindre l'objectif qui est fixé de 52% à l'horizon 2030. Je vais reformuler la question, elle est plus précise. C'est-à-dire que dans les premiers schémas, Oui. sur Lander, on avait besoin, pour aller chercher de l'argent concessionnel, d'une garantie de l'État. On était obligé. Maintenant, pour les green bonds, est-ce que les gens qui vous prêtent, les institutionnels qui vous prêtent de l'argent, vous demandent la garantie de l'État ou ils prennent le risque d'investir dans le projet? C'est vraiment, pour répondre directement à votre question, dans le cadre de cette émission obligataire, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est systématique. Voilà, c'est pas systématique. Moi j'aurais une question à vous poser sur l'adaptabilité des systèmes de financement existants, des mécanismes existants. Comment est-ce qu'on peut adapter l'existant pour répondre aux besoins du développement des énergies renouvelables sur l'Afrique, disons, ou sur des pays africains? Je vous en prie. C'est une question un peu complexe et sur laquelle il n'y a pas vraiment de réponse assez claire. Exactement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel besoin qu'il y ait une adaptation des outils ou des mécanismes de financement actuels sur plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau des technologies choisies. Le financement typiquement qui est requis pour un projet éolien, pour un projet PV ou pour un projet CSP peuvent être différents de ceux requis pour d'autres technologies. Sur plusieurs aspects, tout à l'heure, M. Alaoui a parlé de maturité. Le marché commercial aujourd'hui ne donne pas, en général, il y a peut-être quelques exceptions, mais ne donne pas aujourd'hui des maturités qui permettent de rentabiliser certains types de projets d'énergie renouvelable. On parle d'adaptabilité, il y a également une question géographique. Les outils financiers doivent prendre en considération la structure du marché financier du pays, la structure, le risque pays en soi, la situation politique du pays, la réglementation locale en termes d'énergie renouvelable. Donc, tous ces paramètres doivent rentrer en considération dans le choix ou dans le design des outils financiers justement qui sont adaptés au projet. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est un besoin qui est clairement exprimé. Aujourd'hui, la question du financement est un sujet qui est crucial pour le développement des énergies renouvelables. C'est vraiment le nerf de la guerre pour le développement de ce type de projet. Et les institutions financières doivent vraiment faire des efforts pour soutenir ce type de projet. Il y a quelques annonces qui ont été faites dernièrement sur un certain nombre de banques commerciales qui ont annoncé une sortie du financement de certaines technologies à haute teneur en carbone. C'est des initiatives qui sont très, très encourageantes et très intéressantes pour le futur. Monsieur Alaoui, sur la même question, comment adapter les mécanismes existants? Oui, justement, je pense que si on parle en termes d'adaptation, on n'ira pas très loin. Le besoin est tel qu'il faut imaginer quelque chose de nouveau. Refondre. Il faut créer, il faut innover. Et si je reviens sur la question de monsieur, finalement, est-ce que ce modèle-là, le modèle existant, est soutenable? Et moi, je pense qu'il ne l'est pas. On ne peut pas demander aux États de garantir continuellement les émissions qu'elles soient obligataires ou bien juste de la dette. Du coup, il faut réfléchir à incorporer, à impliquer de nouveaux acteurs. Et je souhaitais partager avec vous une piste qu'on est en train d'explorer. On est en train de développer 2 gros projets hydroélectriques en Côte d'Ivoire, pour lesquels il va falloir lever, on va dire, environ 500 millions d'euros de dettes long terme. Alors, naturellement, on travaille avec les DFIs classiques, la BAD, la Banque mondiale, etc. Mais on est également en train d'explorer une nouvelle piste. Et la nouvelle piste, c'est avec la banque Goldman Sachs, pour essayer de
lever un bond, ou plutôt oui, finalement, ça reviendrait à un bond. Comment? Eh bien, écoutez, ce qu'on est en train d'explorer, c'est de dire, aujourd'hui, si on place un bond sur un des projets hydroélectriques en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas faisable. Comment essayer d'améliorer le rating de ces projets? On parle à des gens comme MIGA, comme OPIC, des gens qui vont apporter des garanties, de manière à pouvoir améliorer le risque de contrepartie des projets. On va faire ensuite, on va attribuer un rating, une note de crédit à ces projets. On est en train de travailler avec Fitch, avec Moody's. Et une fois que le mécanisme est en place, on peut ensuite vendre le papier à des investisseurs institutionnels qui autrement ne regarderaient pas l'Afrique et ne regarderaient pas l'infrastructure. Voilà, et donc et en faisant ça, on ne parle pas aux États. On parle en revanche à des entités supranationales type OPIC, type World Bank, type AFDB. OPIC, je ne sais pas d'ailleurs s'ils vont continuer à faire ça vu le nouveau contexte politique, mais AFDB et World Bank MIGA ont pour mandat de faire ça. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut explorer ces nouvelles pistes. Et encore une fois, il faut innover. Si on réplique, si on adapte, on ne va pas y arriver. Mr. Gibbon, you're following with us. So, do we have to adapt the old mechanisms or just create new ones, as Mr. Alawi is saying? Just forget about the old ones and create innovative financing systems? Well, I think financing systems adapt themselves over the course of time, and as I said earlier, cash moves to where investors are most comfortable to deposit it, and part of the success story. Can you get the microphone closer? Thank you. And part of the success story that we've heard from Mohammed on Mazen and also in South Africa is because the system that was put in place to procure renewable energy was very strongly designed and developed. In South Africa, I think the success story was because there was already a developed, strong commercial bank activity within that market. That's not the case in Mazen. So Mazen were able to adapt to go out and look for alternatives to finance a relatively immature technology such as CSP. And adaptations are coming across into the rest of Africa. We've worked on a couple of projects in Malawi recently, bringing in finance into Malawi. It's not a well-developed, robust market with a good structure, but there's certainly cash that you can lend into Malawi. It's more expensive necessarily, but I think the adaptation of the markets continues at a pace. We can't necessarily do anything external to develop that other than to put in place the robust program and process to encourage the development of renewables within those sectors where renewables is not the core at the moment. Monsieur. La Marty de l'association AFI, Forum Ingénieur. Je suis ingénieur en microélectronique, responsable de développement d'un projet de génération d'électricité à partir de l'énergie de vagues. Je me demande la complexité des financements de projets, c'est dû à le capital, les grands capitaux à chercher. Pourquoi ne pas innover dans la recherche pour développer des solutions locales qui seront moins chères, où le financement peut être facilement abordable, ou par exemple innover dans la forme de financement américain qui est le capital à risque. Ça veut dire qu'on rentre dans le capital et après on peut amortir dans quelques années. Merci pour la question. Le financement de projet est complexe, non pas parce que les sommes en jeu sont importantes, mais c'est juste parce que le processus est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une allocation des risques qui est très fine, qu'on passe beaucoup de temps à essayer d'analyser tous les risques de manière vraiment le plus exhaustive possible. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'y a pas de recours. La société de projet, si elle fait défaut, les prêteurs ne pourront pas aller voir les actionnaires en disant votre société a fait de projet. C'est ça la règle de base sur le financement de projet. Et quand on a dit ça, ça veut dire que les prêteurs, avant de prêter de l'argent, mais qu'elles prêtent 1 million de dirhams ou 1 milliard de dirhams, elles feront exactement la même analyse. Et c'est ça qui coûte de l'argent. Mais en revanche, voilà, donc c'est pas du tout lié au volume, c'est lié à l'analyse des risques. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est pas intéressant de faire du financement de projet sur des petits volumes, mais c'est plutôt fait sur des gros volumes, parce que les coûts sont incompressibles. On va avoir besoin d'avocats, et le contrat va coûter, les avocats vont coûter $1 million, que ce soit pour lever 10 millions de dollars ou pour lever $1 milliard, voilà, ça va coûter $1 million.
Si je peux me permettre, toujours dans la même ligne, nous avons ce matin eu le droit et le plaisir d'écouter des experts qui ont parlé des développements des technologies de stockage, qui ont parlé de systèmes décentralisés qui pourraient être répartis et tout à fait adaptés à des pays en développement. Et au contraire, que ça pourrait représenter, ces systèmes décentralisés seraient des opportunités pour des pays en développement. Et nécessairement, les systèmes de financement devraient s'adapter, puisque le cas Mazen est très exceptionnel, puisque Sidi Mohamed nous a parlé de la stabilité politique, du rating du pays, de l'engagement total du gouvernement marocain. Comment adapter des systèmes de financement, parce que les tendances vont vers des systèmes décentralisés. Sir, please. I think there are two types of issue that we need to deal with here. The one is, how do you optimize the development of large-scale power generation across Africa and bring projects forward? And I think that's through the delivery of large utility-scale solar PV or wind or geothermal or hydro and other technologies. But we're actually moving into an interesting phase within energy at the moment, where the cost of generating from renewables is declining over the course of time to the point where it's now consistent with the cost of conventional power generation in many jurisdictions. And I think that brings to play the second part of bringing power into Africa, but also across the globe, which is generation at small scale. And that's a different funding model, and we haven't quite got to grips with how we fund those projects, those smaller scale projects in particular. But I think certainly that's where the market is moving. Merci. Je m'appelle Issa John, je suis du Sénégal. Je voudrais juste une précision. Je ne vois pas apparaître l'ONE, qui, il me semble, est quand même le distributeur exclusif au Maroc. Où est-ce que apparaît l'ONE dans le processus que vous avez développé? Merci. Merci pour la question. Peut-être que nous pourrions prendre une deuxième intervention et ensuite répondre. Yeah, Case Clevering, University of Guelph, Political Economics. Of course, you're embracing a capitalist approach to funding. There are, in fact, sustainable non-profit projects that require funding as well. My question to you is, would you fund those projects if it were to result in no profits at all for your investors? Thank you for the very precise question. Bon, je suis marocain, je suis espagnol d'origine marocaine, mais je ne parle pas trop bien le français. Si c'est en espagnol. Non, ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Ne vous inquiétez bon, c'est seulement pour les trois messieurs, s'il vous plaît. Ce que je veux bien savoir, votre idée ou bien votre opinion, ce qui concerne les projets dans le sud du Maroc. Je voudrais bien voir la place de cette région marocaine, ce qui concerne les projets, parce que vous êtes, comme je vois, vous êtes des professionnels, et j'aimerais bien voir votre opinion, parce qu'on a beaucoup de questions, ce qui concerne des Espagnols, mais nous, on est vraiment trop faibles pour leur répondre. Merci beaucoup. Excusez-moi, si je peux me permettre, vous demandez, vous êtes en train de vous interroger sur l'opportunité d'investir dans le solaire ou les énergies renouvelables dans le sud du Maroc. Voilà, le sud du Maroc, précisément le sud du Maroc. D'accord, merci. Okay, merci. Je suis Youssef Joueri. Nous avons eu quelques tables rondes. Président Fédération des associations africaines en Espagne. Il y a eu des tables plus spécialisées, mais si vous pouvez apporter quelques éléments de réponse, serait le bienvenu. Merci. Alors, la place de l'ONE, je vous en prie. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons évoqué une thématique un peu précise qui est le financement des projets et notamment, nous avons fait une étude de cas sur uniquement les financements des projets Mazen. Si vous voulez, si on fait une description du processus de montage et de construction de ces projets, bien sûr, le rôle de l'ONE est présent à toutes les étapes. Premièrement, c'est un des acteurs principaux du secteur énergétique du Maroc et c'est un des acteurs principaux justement pour l'implémentation de la stratégie renouvelable depuis plusieurs années. En tant que Mazen, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ONE. Des stades préliminaires du
projet jusqu'à pendant la phase de l'exploitation. Donc votre point est dû essentiellement au fait qu'aujourd'hui nous avons discuté d'un cas particulier ou d'un aspect particulier qui est le financement des projets Mazen, qui est exclusivement géré au niveau de Mazen. Des projets d'investissement. Maintenant, le fait que l'ONE garantisse le rachat du produit fini. Exactement, c'est un engagement ferme et de l'État et de l'ONE et un soutien aux projets renouvelables. Okay. Merci. Maintenant, sur la question de monsieur, aujourd'hui, il y a des projets qui sont déjà en cours dans le sud. Nous avons, dans le cadre du programme NordPV1, il y a deux projets, Nord Layoun et Nord Boujdour, d'une capacité totale de 100 MW qui sont dans un stage très avancé de développement. Et dans la construction, le démarrage de la construction est prévu pour l'année prochaine. Il y a également un certain nombre de projets éoliens dans le sud qui sont programmés dans le cadre du programme 850 MW éoliens et d'autres projets qui sont en cours. Bien sûr, dans le travail de prospection et d'identification du site, c'est un travail qui se fait à l'ensemble du territoire national. Et donc, la région du Sud a toute sa place, bien sûr, au titre, à l'image de l'ensemble des autres régions du Maroc dans le développement des énergies renouvelables. Monsieur Sahri, Monsieur Youssef vous a filmé et donc nous allons revoir ça dans la COP 23 et voir l'état d'avancement, Inch'Allah. Je vous en prie, Sila Alaoui. Okay, I'll start with your question, which was very direct. So the answer will be very direct too. The answer is no. We haven't found non-profit investors. The day we'll find one, then maybe we may consider, non-profit investment. Other answers for the same very precise question? How would you finance projects that are not profitable at all, but necessary? Well, I guess all I can say is that when we started our team many years ago, we were at the forefront of supporting those smaller scale community wind farms that were developing across the UK and doing that on a not-for-profit basis. And that was part of our core rationale as a business when we set ourselves up within EY. I'd like to see the advancement of monies from government, from NGOs to support communities in developing their power, because as I said in my last answer, that forms a very important part of providing power to communities from a local embedded perspective, which I think is where we need to be moving. But to build scale rapidly, you have to have utility generation of power, because that embedded generation won't come online quickly enough. We have here a question. Je vous en prie, mademoiselle. Hello, this is Sumaya from ISP company in Casablanca. And I'm wondering, I have a question for Mazen. I'm wondering if all the stations based in Ouarzazate product only for Moroccan market, or you're already thinking to export also energy for Europe and Africans countries, especially geographically talking. Morocco is locally based. Merci. Thank you. Merci, mademoiselle. Merci. Réponse. Ensuite. Oui, je vous en prie. Thank you for the question. Actually, for the Noor Ouarzazate plants, we have signed PPAs with ONE, Office National de l'Électricité, in order to purchase all the electricity produced by the plant. But actually, this is something. The export is also a subject which is very important for us. And this is something that can clearly be contemplated, either to the north or to the south. Je voulais juste revenir à la question de monsieur sur le financement dans les régions du Sud. Il faut analyser la situation telle qu'elle est. Et la situation telle qu'elle est de manière pragmatique, c'est qu'il y a des institutions internationales qui refusent de financer dans le Sud. Et du coup, en tant qu'investisseur, nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour le coup, il y a des projets qui font sens dans le Sud. Si on met de côté le côté financement,
Monsieur parlait des projets solaires, éoliens. Nous-mêmes, on développe des projets éoliens à l'Aïoun. Mais au-delà des projets de génération, il y a la transmission. Il y a la connexion à la Mauritanie. Et puis ensuite, au-delà de la Mauritanie, le Sénégal. On parle de régions, d'intégration régionale. C'est tout ça qui est en jeu aussi. Pour pouvoir un jour exporter non pas uniquement vers le nord, mais vers le sud. Donc, comment on finance ça ? Effectivement, il y a des institutions et des bailleurs de fonds traditionnels qui refusent, mais il y en a également qui peuvent le faire. Moi, je pense aux fonds du Moyen-Orient, qui, eux, n'ont pas de souci à prêter pour des projets qui sont dans le sud. Je pense également aux banques marocaines. Et aux institutions de financement marocaines. On pourrait également mobiliser des fonds africains, des fonds régionaux africains. Donc il faut juste faire le constat de ce qui est disponible, de ce qui ne l'est pas en termes de liquidité. Mais moi je crois au-delà de la position géographique du projet, au nord ou au sud du Maroc, ou au centre, il faut d'abord que le projet soit solide et soit bancable. S'il est bancable, qu'il soit au sud ou pas, il sera financé. Eh bien, écoutez, nous allons passer à présent à une cérémonie de remise de prix qui a été organisée par le cluster solaire marocain, et des entreprises, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries vont être récompensées pour leurs innovations. Je vous remercie pour votre présence et pour votre participation. Et en votre nom, j'aimerais remercier nos panélistes et mériter des applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.